Bonjour à tous et à toutes. Alors, félicitations déjà, parce que vous avez résisté à l'appel de la plage. Et vous êtes dans cette salle. Donc, on pourrait déjà se féliciter d'être tous présents ici. Alors, vous êtes bien dans la salle Méditerranée consacrée à la table ronde sur les émotions, avec un titre évocateur, et les émotions, bordel. Voilà. Qu'en fait-on dans la relation d'accompagnement ? Alors, je vais laisser notre panel se présenter. Oui, c'est bon. Martine Regour-Lezo, je suis docteur en psychologie de la santé, je suis coach et j'accompagne des entrepreneurs et puis des sportifs de haut niveau. Je suis aussi directrice de la société Adestro Conseil, et donc juste pour vous dire, vous avez un petit bon de réduction si vous êtes intéressé par les choses qu'on propose, notamment sur les forces de caractère, sur des choses comme ça. Voilà, je passe. Ça, c'est fait. On applaudit quand même. Bravo. Aveline Gaujard, dont je dirige la structure qui s'appelle Arc Sud Développement à Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux, très très proche de Bordeaux. Dans cette structure, nous avons un incubateur qui accompagne des porteurs de projets, des très jeunes entreprises, une pépinière d'entreprise qui héberge et qui accompagne des jeunes entrepreneurs pendant 3 ans, un coworking sur lequel on accepte et on reçoit tout le monde qui veut bien venir travailler chez nous et réseauter. Et on anime également le club d'entreprise de la commune. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis en short, déjà. Sinon, je suis Laurent Mabir. Je travaille à la Chambre de commerce et industrie Paris-Île-de-France, donc c'est loin au nord, au-delà de la Loire, parce qu'il y a beaucoup de gens du sud ici. Je suis chef de projet entrepreneuriat. Je conçois des programmes entrepreneuriaux et des formations pour les porteurs de projets et aussi pour les nouveaux entrepreneurs. Et je suis ici plutôt avec mon côté accompagnateur de conseiller, parce que je suis rarement en contact avec les entrepreneurs. Voilà. Et Sandrine Lepontois, donc je suis ici au titre de la revue Entreprendre et Innover. Donc nous avons une responsable là-bas, chef, éditeur en chef de la revue, Fabienne Bornard. Donc moi je fais partie du comité de rédaction, et avec Laetitia Gabé-Mariani qui est juste devant, nous avons coordonné ce numéro que vous avez dans vos mallettes sur les émotions en entrepreneuriat. Voilà. Alors nous allons commencer, le temps étant restreint et l'objectif de cette table ronde étant de vous faire beaucoup participer. D'accord ? On va enchaîner. Alors il suffit de se lever et de faire le symbole qui correspond à votre état, là, tout de suite, maintenant. On vous demande juste de vous lever et de faire le symbole. Donc, je suis trop contente d'assister à cette table ronde interactive. C'est le cœur. Je veux aller à la plage. Je serre les mains. Ok. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais ça a l'air pas mal. Je suis venue. Pendant que je suis au spa, donc je suis frustrée. Je mets le point en avant. Mais si on en a 2. Alors, vous pouvez les faire en alternance et ça clignote. Allez, vas-y, c'est allez, et on se regarde tous pour voir à peu près l'état. Hein. Voilà. Bon, globalement, on a l'air d'être tous à peu près contents d'être ici. Alors, celles et ceux qui ont proposé ce symbole-là, le cœur, vous avez exprimé une émotion qui est la joie. Celles et ceux qui pensent à la plage, là, juste après, je vais pouvoir aller à la plage, j'aimerais bien me baigner. Vous êtes dans un état émotionnel qu'on appelle l'anticipation, alors qui n'a rien à voir avec le mot en français, classique. Mais l'anticipation, c'est aussi pour les amateurs de rugby, là, bientôt ça commence. Ils vont marquer, on y est, là, on regarde, on est concentré. Voilà, vous êtes dans cet état émotionnel d'obsession, là, focalisé. Celles et ceux qui ne savaient pas trop qui sont venus, c'est la curiosité.
Et puis, vous préféreriez être sur votre lieu de travail traditionnel, vous êtes dégoûté d'être ici ou un petit peu en colère. Ça va être difficile quand même, mais pourquoi pas. Alors les émotions, c'est important. Voilà comment va se dérouler la table ronde. Vous avez sur votre chaise une feuille. C'est pour ça qu'on a demandé à tous ceux qui étaient un peu loin de se rapprocher, parce que les feuilles se trouvent sur les places libres à l'avant. Vous allez trouver la roue des émotions de Plutchik. Alors, je fais court. La roue des émotions, c'est un modèle qui est un petit peu ancien. On sait aujourd'hui que les émotions, c'est beaucoup plus complexe que cette roue des émotions. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nommer des émotions. Et avec cette roue, vous allez pouvoir nommer des émotions. Comment ça marche? Je vais très vite. Les émotions de base sont dans le deuxième cercle. Il y en a 7. Joie, attirance, etc. 8, pardon. Donc, c'est le cercle central. Chaque pétale, c'est la même émotion avec une intensité différente. Émotion très forte au centre. Donc par exemple, l'extase, c'est fort. La joie, un peu moins fort. La sérénité, sentiment de plénitude, un petit peu moins fort encore. Donc chaque pétale, c'est l'intensité. L'émotion principale que l'on connaît dans le deuxième cercle. Et on passe toujours d'une émotion à l'autre très très vite. Et là, on va parler de dyade. C'est le petit tableau que vous avez en dessous. Quand j'ai l'émotion peur, on va faire dans l'autre sens, l'émotion surprise. Je rentre chez moi, il est tard, il fait nuit, j'entends un bruit bizarre. Je suis étonné, surpris. Pop tout de suite. D'abord, je suis étonné, surpris. Puis, si je me dis, mais aujourd'hui, il n'y a personne chez moi, là, j'ai peur. Et les deux en même temps, ça fait la crainte. Oula, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, c'est une combinaison. Émotion 1, émotion 2 peut aboutir à émotion 3. Les émotions, enfin les dyades, je passe vite parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est primaire, c'est 2 pétales côte à côte, secondaire, c'est 1 pétale, j'en saute un et je vais au suivant, et tertiaire, je prends ce pétale, cette émotion, ensuite je ressens cette émotion et je vais ressentir un résultat qui va être entre les deux. Vous avez dans le tableau les résultats et les combinatoires possibles. L'idée aujourd'hui, c'est juste d'utiliser les émotions avec leur nom. Donc vous avez déjà un panel qui est assez important. Si vous regardez toutes les émotions, qu'est-ce qui vous frappe? Si je vous parle de valence positive et valence négative, qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez juste les noms des émotions? Plus de négative. Pourquoi? Parce que les émotions, elles nous permettent de survivre, de comprendre ce que l'autre y ressent, et je m'adapte. Et c'est un mécanisme de survivance. Ok? Donc forcément, je fais attention à ce qui est dangereux pour moi, ce qui est mauvais, plus qu'à ce qui est positif. Mais voilà, Martine nous dira des choses différentes. On va voir des vidéos témoignages, ok, qui sont basées sur des vraies situations, mais jouées par des acteurs. Et j'ai mon outil. Quand vous entendez ça, même si vous êtes frustré, même si c'est difficile, même si vous êtes en colère, il faut arrêter d'échanger avec le voisin, la voisine, et se recentrer par ici. C'est bon ? Alors, vous allez avoir 2 questions auxquelles répondre. À chaque fois, il y a un temps individuel. Je réfléchis, voilà. Un temps où je vais partager avec une personne et je vais vous dire avec qui. Et un temps où notre panel va intervenir pour réagir sur la situation. Le contrat, c'est OK pour tout le monde? On est parti. Première question qui sera toujours la même, notez les émotions que vous ressentez en voyant la vidéo. Alors ça peut être vous en tant qu'individu, être humain, et ça peut être vous en tant qu'accompagnant. Vous en tant qu'ex-chef d'entreprise. Donc quels sont les facteurs qui déclenchent ces émotions? Et puis là, une deuxième question qui est propre à la vidéo. Je les laisse à côté, donc la vidéo va tourner et vous avez les questions en face. C'est parti. Quand j'ai rencontré Xavier, lors de notre premier entretien, j'ai tout de suite vu qu'il était passionné par son métier de carrossier. Ma cousine avait eu affaire à cette entreprise qui avait fait des miracles. Xavier était salarié depuis une 12aine d'années et il avait pour projet de reprendre la carrosserie de son père. C'était un accompagnement typique de reprenariat d'entreprise familiale. Il connaissait l'entreprise, donc a priori, pas de surprise. Moi, la carrosserie, c'est toute ma vie. Hein. Depuis que j'ai 5 ans, je passe tous mes mercredis, mes samedis avec mon père. Bon, même s'il y avait beaucoup de règles de sécurité,
c'est mon père qui m'a tout appris, le métier, même avant d'aller en BEP ou en CAP, quoi. Je faisais ma main sur des vieux modèles et tout. Moi, j'aime quand le boulot est bien fait. Voilà. La carrosserie, c'est un métier et c'est aussi une façon de vivre. Je me suis rendu sur place à la carrosserie pour mettre en place un plan d'accompagnement classique de reprenariat. Et là, avec le recul, j'ai finalement plus discuté avec le père Alain et la secrétaire Nathalie qu'avec Xavier lui-même. Alain m'a donné toutes les informations nécessaires et les indicateurs qu'il utilisait. Pour la partie gestion, il m'a fait rencontrer Nathalie et donner les bilans et comptes de résultats. Un accompagnement bancaire était prévu dans le business plan pour assurer la rénovation de la carrosserie. C'est une entreprise que je connais bien. J'y suis même moi-même cliente depuis bien longtemps, mais j'ai toujours eu affaire au père. Par contre, quand j'ai reçu le fils, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il ressemblait à tout sauf à un chef d'entreprise. Poignée de main molle, il regardait ses chaussures, il fallait que je lui arrache les mots de la bouche pendant tout notre entretien. Je me suis dit, s'il est comme ça avec ses clients, il va pas travailler longtemps. Bon, je me suis défaussée parce que financièrement, le projet passait tout seul vu les résultats de l'entreprise. Il était même dans ma délégation. Du coup, j'ai dit au terme de notre premier rendez-vous que ça allait peut-être être plus difficile que prévu, qu'il fallait que je voie avec ma direction. Non, je le sentais pas. Et il y a un proverbe dans la banque, quand tu le sens pas, tu le fais pas. J'ai été alerté quelques semaines après par la secrétaire de la carrosserie qui m'a appelé. Xavier était en difficulté, elle avait cru bon de m'appeler alors que son père lui avait laissé la carrosserie depuis 4 semaines. Une sorte de pré-retraite anticipée avant la reprise. Ça se passait pas bien avec les clients. En fait, d'après elle, ça se passait pas. J'ai pris contact avec Xavier. Cette timidité de Xavier face aux clients, plus la situation difficile vis-à-vis du banquier, ça constitue un cocktail explosif. C'est un vrai défi pour un accompagnateur. Xavier arrive assez fermé à notre rendez-vous, il est en retard, il m'explique de manière assez confuse que le banquier ne croit pas vraiment au projet, malgré un historique solide de l'entreprise et le business plan construit ensemble. Xavier est un excellent technicien carrossier, mais il a du mal à exprimer son projet entrepreneurial de reprise. Ce relationnel est très discret, même évitant. Il regarde tout le temps ses chaussures ou bien au loin lors de nos entretiens. Les expressions les plus courantes, peut-être, il faudrait que, on pourrait. Ah non, mais moi, mon truc, c'est la carrosserie. Les papiers, la compta, les clients, moi, j'ai jamais mis le nez dedans. Alors, c'est vrai que là, je suis perdu. Je dois m'occuper de tout, là, et déjà que je suis un stressé de nature, alors... non, si Nathalie s'en va, moi, je fais en l'air tout le bout de mon père, quoi. Alors, vous disposez de 2 minutes pour soit jeter sur le papier, soit mettre dans un coin de votre tête vos réflexions sur les 2 points. Alors, maintenant, vous allez échanger avec votre voisin de derrière. Et pour les personnes qui sont sur le premier rang, cette partie-là, je vais vous demander de vous lever et de trouver un partenaire en face parce que normalement, il y a un nombre de rangs qui correspond. Voilà. Donc, il suffit de se retourner. Le dernier rang, vous trouvez un interlocuteur. Et les 2 premiers rangs, par exemple, vous pouvez vous lever et parler à ceux qui sont là. Voilà. On sait combien c'est frustrant d'être obligé de s'arrêter alors qu'on commençait une vraie belle relation. Mais vous pourrez la poursuivre de toute façon après. Vous avez encore du temps pour échanger. Alors nous allons passer la parole, pour commencer, à Martine Regour-Lezo, qui va nous partager une vue sur cette situation. Alors moi, quand j'ai vu cette vidéo, en fait, je me réjouis. Je me réjouis parce que si on considère l'approche des forces de caractère, eh bien on voit que le père et le fils n'ont pas du tout les mêmes forces de caractère. Et autant le père avait une force de leadership, de travail d'équipe, etc. Autant le fils, c'est des forces comme l'excellence, la beauté. En fait, il aime le travail bien fait. Et donc, dans leur mission, eh bien, autant le père pouvait se réaliser parce que ça correspondait à ses forces de caractère, et autant le fils n'utilise pas les mêmes forces de caractère que son père. Donc là, quand je vous parle de force de caractère, eh bien, c'est un concept de la psychologie positive qui permet
on voit que c'est les points forts des personnes qui peuvent être utilisés dans la recherche d'un emploi, dans la recherche du bonheur, du bien-être au travail. Et donc, quand on utilise les forces de caractère dans son travail, eh ben, on est plus heureux, on est plus satisfait. Donc là, en l'occurrence, eh ben, j'espère qu'ils trouveront une solution pour... je sais qu'ils l'ont trouvé, pour que chacun puisse exprimer ses forces de caractère et être bien dans son travail. Voilà. Alors moi, j'analyse un petit peu cette vidéo d'une autre manière, à ma manière. Je suis un petit peu triste de voir en fait ce repreneur qui a l'air mal à l'aise, qui ne sait pas bien quoi faire, comment faire. Donc en tant qu'accompagnant, ça me rendrait triste. Donc ça c'est pour nommer mes émotions. Mais ce que je voulais apporter, c'est le regard sur la reprise, justement la reprise d'une entreprise familiale. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut le faire avec son cœur et non pas avec une obligation, non pas parce que papa l'a dit, parce que maman l'a dit. Et ça, c'est pas toujours facile pour en avoir vu ou pour l'avoir connu. C'est vrai que reprendre une entreprise familiale, ça veut dire qu'on reprend tout un passé, donc on porte le passé, et c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut plus raisonner avec son cœur pour pouvoir faire ça. Et si comme ce monsieur, on ne sait pas tout faire parce qu'on ne sait pas tous tout faire, c'est normal. Il faut arriver à en prendre conscience et accepter d'aller se faire aider, d'aller trouver les bonnes ressources pour se faire aider, pour justement faire perdurer ces entreprises familiales qui sont souvent très chouettes. Bien, c'est toujours dur de passer en dernier dans ce genre de manifestation. Finalement, si je prends le point de vue de l'accompagnateur ou de l'accompagnant, comme on dit, il peut avoir une tentation, c'est celui de tuer le père. Donc c'est une sorte d'appel au meurtre. Tu vas dire, mais finalement, j'ai un porteur de projet devant moi, je dis, mais bouge-toi, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour te remotiver ? Parce qu'il a devant lui une personne... qui vient le voir pour une reprise, on dirait que c'est forcé et contraint, qui fait ça que par devoir filial, alors que l'accompagnant, lui, il a plutôt l'habitude de voir devant lui des personnes qui sont proactives, qui sont partantes pour l'entrepreneuriat. Donc on voit l'accompagnant qui est d'abord étonné, et puis qui passe un scepticisme, et puis qui finalement va aller vers une sorte de découragement, parce que il témoigne lui-même, c'est un vrai défi pour l'accompagnant. C'est un vrai défi personnel parce que lui, il va falloir qu'il mette en place des ressources pour proposer les bons outils à cette personne-là pour remonter la pente et puis pour trouver les bonnes solutions sans devoir toutefois s'imposer parce que la décision dans le reprenariat, ça vient de la part de l'entrepreneur. Et donc ces outils-là, effectivement, le conseiller doit se reposer, laisser retomber aussi ses propres émotions, ses propres a priori, pour revenir sur des effets factuels et dire qu'est-ce que je peux lui proposer comme outil. Alors effectivement, il y a des audits de reprise, hein, j'avais noté ça en préparant la conférence, un audit de reprise qui soit factuel pour identifier les leviers. Il y a aussi des questions de remise en confiance de l'entrepreneur, avec ses capacités personnelles à gérer son affaire, et puis surtout, par derrière, on le voit bien, la possibilité aussi de déléguer ou de décharger cette personne-là qui est attentive sur son métier, de le décharger des tâches de gestion qui semblent l'angoisser complètement, et de confier ça à une personne sous réserve d'avoir une délégation de pouvoir ou un contrôle sur la marche de l'entreprise. Donc voilà, le défi de l'accompagnement, il est toujours là. Alors avec le défi principal que l'on peut avoir, c'est finalement cette personne-là, est-ce que je dois continuer à l'accompagner ? C'est dire, attendez, moi j'en ai plein par derrière qui poursuivent, qui sont très dynamiques. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, non, allez voir quelqu'un d'autre ? Il y a cette tentation terrible de passer à la main en disant, c'est pas pour moi, allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Merci. Alors, pour information, les vidéos que vous allez voir correspondent aux situations qui se trouvent dans Entreprendre et Innover,
juste la page, ce sera sur les pages 58-59. Et le numéro qu'il y a sur les vidéos correspond aux situations. Voilà, donc vous pourrez approfondir certains éléments. Alors si je résume tout ce qui a été dit, finalement, le défi de l'accompagnant, déjà, c'est de réguler ses émotions. Vous avez vu qu'il y a eu des palettes d'émotions ressenties très différentes face à cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne avec déjà sa propre expérience, son vécu, et en face de soi, on a une personne aussi qui a son expérience et son vécu. Donc pour reprendre les mots de Maëla Paul, il ne faut pas transférer sa vue de la situation sur la situation de l'accompagné. Et ça peut être compliqué. Inclure les ressources de l'environnement. On nous parle d'une certaine Nathalie qui gère l'entreprise avec le père depuis des années. Peut-être une piste aussi. Et prendre en compte les valeurs de l'entrepreneur, finalement, pour Xavier, c'est super important de reprendre l'entreprise de son père. Il n'en a peut-être pas envie en tant qu'entrepreneur. Mais pour lui, c'est important. C'est sa vie, cette carrosserie. C'est pas que le métier. Donc comment on va lier ces valeurs-là avec les émotions et puis finalement un projet entrepreneurial qui a une réalité financière en face. Parce que la banquière, elle n'a pas l'air motivée. Hein. Voilà. Alors il y aura la suite, pas aujourd'hui, mais vous aurez la suite en fait de l'accompagnement dans une autre vidéo sur une autre thématique. Toutes ces vidéos seront en Creative Commons, c'est-à-dire que vous pourrez les utiliser librement si vous le souhaitez après. Elles seront données, voilà, et diffusées sans problème. On va passer à la suivante. Alors, même modalité, un temps de réflexion individuel, un partage qui sera un tout petit peu plus long, et un retour sur les panélistes. Après 15 ans passés dans la banque, j'ai repris des études en vue d'une reconversion. Je me suis inscrite en licence et j'ai réussi. Alors lors de la soirée qui a suivi la proclamation des diplômes, Max et moi, nous avons décidé de poursuivre nos études. Mais pas que. Nous avions déjà expérimenté le statut national d'étudiant entrepreneur en licence. Alors après, nous sommes naturellement passés au D2E, le diplôme étudiant entrepreneur. Nous avions une super idée d'entreprise qui nous avait déjà fait gagner quelques prix et bourses. Et on s'est dit, allez, go! Ce qui est top avec le D2E, c'est qu'on bénéficie de conseils de pros, d'entrepreneurs issus de notre spécialité informatique. Nous avons appris beaucoup sur la création d'entreprise, comment faire un business plan, préparer et présenter les pitchs pour convaincre des investisseurs. Ah ouais, j'adore ça les concours de pitch. Le dispositif D2E prévoit des ateliers sur les thématiques classiques de l'entrepreneuriat, mais surtout un accompagnement réalisé en binôme. Chaque projet est accompagné par 2 mentors, l'un académique, issu de l'université, et l'autre professionnel, issu de l'écosystème d'affaires. Je me souviens très bien du premier entretien avec Léa et Max. C'était 2 étudiants très enthousiastes et très investis dans un projet bien avancé de publicité interactive. Leur outil permettait un accès à des contenus payants dans les principaux médias en ligne. Les prototypes ont été tellement convaincants qu'ils ont remporté 2 concours entrepreneuriaux. Le discours était bien rodé. 1 mois avant le début de l'accompagnement, ils ont d'ailleurs été lauréats d'une bourse nationale de 10 000 € qui leur permet d'être hébergés dans un incubateur privé et de recruter des stagiaires pour le développement technique de leurs solutions. À ce stade, ils nous demandent des conseils pour participer à d'autres concours. Avec mon collègue mentor professionnel, nous en profitons pour leur donner des pistes pour avancer dans le processus entrepreneurial et évidemment quelques contacts issus de nos carnets d'adresses. Jusque-là, tout va bien. Bon, en fait, ça a commencé à être compliqué assez vite. Les retours que nous avons eus de notre premier rendez-vous avec les éditeurs de contenu n'ont pas été très positifs, à vrai dire. Bon, pareil au deuxième rendez-vous avec les 2 médias. Du coup, on est parti sur autre chose. Mais comme ça n'a pas vraiment accroché, on a développé une nouvelle idée, toujours autour de la publicité, mais avec de la réalité virtuelle. Grâce au contact que nous a fourni l'un de nos mentors, nous avons pu approcher une grande entreprise française. Et notre solution déchire. On a gagné une nouvelle bourse de 5 000 € dans un autre concours de pitch.
Au 3e rendez-vous, nous sommes, mon collègue et moi, assez décontenancés. Léa et Max ont encore switché. Leur projet porte maintenant sur le développement de sites internet. Bon, clairement, il n'y a pas de problème de compétences techniques chez Léa et Max, que ce soit au niveau informatique ou compréhension de l'environnement d'affaires. Non, non, le problème est ailleurs. Préparer les concours de pitch et faire pivoter notre projet, ça nous prend beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps de développer le projet. Finalement, les deux jeunes entrepreneurs ne veulent pas aller sur la partie commerciale. Ils font tout pour éviter d'investir vraiment l'écosystème d'affaires. Ils restent sur l'écosystème éducatif comprenant les bourses et les concours. Avec mon collègue, nous les avions même surnommés les bêtes à concours. Ils développaient une idée hors sol avec les contacts qu'on leur donnait, sans chercher à entreprendre commercialement parlant. Mais nous allons passer donc au point de vue des panélistes, à qui je cède la parole. Je vais commencer. Alors du point de vue de l'accompagné, moi je ressens ces étudiants super fiers, stimulés, hyper contents d'être des start-upers, ça fait classe, c'est bien, donc on les voit pleins d'énergie. Un petit peu mon ressenti, mais en fait le ressenti de l'accompagnant, moi je le trouve un peu frustré. Enfin, moi je serais frustrée de voir que les jeunes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et du coup, ça met en évidence deux notions que je voulais vous partager. C'est vrai que l'entrepreneur, il a un peu l'image du super-héros. Alors le super-héros, c'est quand même vachement bien d'avoir l'étiquette super-héros parce que du point de vue de la société, on est bien vu, on est l'entrepreneur, on est le gérant, on sait tout faire, on doit savoir tout faire. On est censé savoir tout faire. Et du coup, ça nous donne une image vachement sympa. Et je pense que moi, c'est un petit peu comme ça, je le ressens dans cette vidéo. Ces jeunes qui sont des nouveaux start-upers et gérants, du coup, ça leur donne un poids, ça donne une image dont on n'a pas trop envie de se détacher. Et le deuxième point, je voulais soulever, que je rencontre aussi très régulièrement. Ces jeunes, ils vont pas jusqu'au bout. Donc, en fait, quand il faut aller chercher le client, là, ça commence à coincer un peu. Donc, tiens, finalement, non, en fait, il n'y a pas de client sur ce projet-là, donc je vais aller en faire un autre. Alors, je vois des petites têtes qui bougent là dans les accompagnants. Le sujet d'aller chercher des clients, moi, je les rencontre tous les jours. Soit les porteurs de projets. Quand je leur dis, il faut aller voir vos clients déjà, même sans avoir rien à vendre, mais déjà dire, est-ce que mon projet peut trouver des clients Oui, j'y vais. Et puis la semaine d'après, non, je suis pas allée parce que j'ai pas fini mes cartes de visite. Non, j'y suis pas allée parce que j'ai fini mon business plan, etc. Donc, et on recule. Et puis les jeunes entrepreneurs, c'est un peu pareil. Il y en a qui se sont lancés, ils ont quand même 2-3 clients, donc ils ont déjà démarré, ils ont un peu de chiffre d'affaires, mais quand il faut mettre les bouchées doubles, pour pas aller en voir que 5 par mois, mais 25 ou 30, ça devient compliqué. Voilà, donc c'était pour vous partager ces expériences et contre ça, j'allais dire, contre le fait on peut rien faire en tant qu'accompagnant. Si l'entrepreneur, le futur gérant ne va pas voir ses clients, vous ne pourrez pas le faire à sa place, c'est pas possible. Alors c'est vrai que c'est pour ça que je dis, en tant qu'accompagnant, moi je ressens parfois de la frustration, parce que je dis, oui, il faut y aller, mais c'est dur. Voilà. Micro. Alors, moi, le sentiment que j'ai eu, je me lève parce que ce sera peut-être plus parlant, c'est de voir ces personnes accompagnées un peu comme sur un plongeoir ou en train de faire un saut élastique et puis regarder au fond et ils voient le fond de la piscine. Et vous êtes derrière en tant qu'accompagnant et vous êtes là. Et vous vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Je le pousse. Et si je le pousse, pouf! Donc il descend. Et il descend, mais jusqu'où va-t-il s'écraser? Et donc, on ne sait pas trop. Donc, en tant qu'accompagnant, ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est que la personne est d'abord confiante.
dans le projet des personnes, enthousiaste, elle est même créative dans l'accompagnement. Et puis, vite, elle est agacée de voir que les choses n'avancent pas, et de l'agacement, on passe à l'abattement, on passe au fait qu'elle soit décontenancée, et puis au fait qu'elle soit désemparée. Donc c'est pas évident à traiter en tant qu'accompagnant. On voit que les personnes passent d'un projet à l'autre, mais c'est la manifestation aussi d'une fuite ou d'une crainte sur leur propre capacité à rentrer dans le réel de l'entrepreneuriat. Donc là, dans le rôle de l'accompagnant, il y a aussi ramener les choses à la réalité du business. C'est très prosaïque, hein, leur rappeler effectivement, comme ça a été dit, que c'est pas l'idée qui fait le business, c'est le client. Bien souvent, on reste dans l'idée. Le concours de pitch, c'est super, intellectuellement, c'est fascinant. Il y a un côté dopamine, donc on donne la petite sucrerie, on est dans le concours, on a la récompense, on a le morceau de sucre, c'est très bien. Mais derrière, la réalité entrepreneuriale, c'est vraiment le client. Et le chiffre d'affaires, il n'y a que le client qui l'apporte. Et donc, répondre à un besoin, qui est même la proposition de valeur, etc. Alors, c'est sans doute moins stimulant qu'un concours de pitch où on est dans un environnement entrepreneurial qui est sans doute très fort, très stimulant, mais voilà, c'est la réalité du business. Alors, en termes d'outils, il y a poussé pour avoir des tests clients, hein, pour sortir de la logique d'idées. Deuxième chose, c'est faire prendre conscience vraiment dans la réalité que c'est vraiment la recherche du client qui va faire le business, et donc la question des besoins. Et puis troisième chose, c'est sans doute engager aussi les personnes à aller dans un réseau d'entrepreneurs. Je ne dis pas d'un réseau d'étudiants, un réseau d'entrepreneurs, de gens qui sont confrontés à la réalité du terrain, à la difficulté du terrain. Donc engager les personnes dans des voies de réseau, et puis ça leur donnera la possibilité aussi de trouver des opportunités business. Voilà. Alors moi, c'est des situations que je rencontre beaucoup dans le coaching, notamment dans le rugby. On a des champions de l'entraînement, c'est-à-dire ils plaquent, ils liftent, ils font des choses fantastiques, mais à l'entraînement, en match, là, c'est Waterloo morne pleine. Alors, la deuxième réflexion que je me fais par rapport à cette vidéo, c'est une phrase que vous avez sans doute entendue déjà, c'est « Est-ce qu'il vaut mieux être un petit poisson dans une grande mare ou un gros poisson dans une petite mare ?» Et là, on a globalement des étudiants qui sont des gros poissons dans une petite mare. Ils ont fait le tour de comment on gagne des concours, et ils sont hyper compétents sur gagner des concours. C'est-à-dire ils ont des compétences qui rendent les choses confortables, ils se sentent à l'aise avec ça, et évidemment, ils ont envie de continuer avec ça. Et du coup, ça veut dire qu'on doit les faire passer à une autre zone, qui est une zone un peu plus douloureuse, où ils vont devoir apprendre, ils vont devoir se confronter, ils vont devoir tester des choses, et donc aller justement vers la relation client. Et ça, c'est quelque chose qui peut leur faire peur. Et ça va être intéressant de les faire basculer pousser dans la piscine, ou en tout cas de les basculer en disant « So what ? Ok, vous avez gagné des concours, et maintenant on fait quoi ?» Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et je pense que là, l'accompagnant, il a un rôle important comme tuteur de sécurité et de validation de ce qu'ils ont été capables de faire, de réussir des concours. Ça veut dire qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent en développer d'autres à partir de leurs ressources actuelles. Donc maintenant, de pouvoir développer d'autres compétences, avec d'autres ressources. Et en fait, c'est un peu le métier de l'entrepreneur, d'être toujours sur la brèche, de regarder de nouveaux marchés, des nouveaux clients, des niches. Et tout ça, c'est quelque chose de très important et qu'ils doivent soit conscientiser, soit qu'on doit les aider à conscientiser. Mais c'est une situation qui est assez intéressante en coaching, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si je devais résumer brièvement tout ce qui a été dit, on a cette image du super-héros entrepreneur, et puis ces étudiants se trouvent en situation de réussite avec un circuit de la récompense qui est alimenté très très vite au niveau temporel. On n'est pas du tout dans une temporalité de création d'entreprise finalement. Ils sont sur un tout petit morceau et puis ils le répètent. On est sur des boucles effectivement de création de dopamine. Je pitch, je gagne de l'argent, je pitch, je gagne de l'argent, et donc je suis dans le succès. Validation de sécurité.
Si on reprend ce que nous a proposé Maëla ce matin, elle disait, j'ai noté une phrase, que la dimension relationnelle se joue dans la tension entre l'obligation d'opter pour un cheminement dans un dispositif normé, donc ils sont dans un dispositif normé, les concours de pitch, pour accompagner la personne à exprimer sa singularité dans le traitement de la situation. Et là, on voit deux étudiants, pour moi, qui ont deux visions différentes. Il y a le jeune, là, le plus jeune, lui, il est dans les concours, il aime gagner les concours de pitch et il s'éclate à faire ses pitchs. Et finalement, c'est sa singularité à lui et il est efficace et compétent. Ce n'est pas le cas de sa collègue qui, elle, est en reconversion. Donc déjà, peut-être qu'il y a un conflit aussi de valeurs entre les deux et qui peut générer ces émotions négatives et cette difficulté à sauter dans la piscine parce qu'ils sont deux, en fait. Je vous propose de passer à la troisième situation. Notre aventure entrepreneuriale, on l'a commencé avec Andrea juste après avoir eu nos enfants nés à quelques jours d'intervalle. Notre objectif, c'était d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre des assemblages sur la thématique bébé, papa, maman. Alors on a contacté une structure d'accompagnement. On voulait tester notre premier coffret comportant un tote bag en coton biologique, un linge brodé du logo de notre marque et une bougie de massage. Nous étions tous les deux en reconversion après plusieurs années passées dans le secteur médical. Vous savez, nous étions de bons collègues. Andrea et Z sont arrivés dans la structure avec un besoin d'accompagnement pour développer un projet de reconversion entrepreneuriale autour de la puériculture. Lors de notre premier rendez-vous, nous avons échangé sur les différentes étapes du processus de création, avec en point de mire l'objectif de pouvoir, à terme, assurer deux salaires, l'un à mi-temps et l'autre à plein temps. Notre accompagnatrice nous a vraiment bien aiguillés sur la recherche de partenaires notamment. C'était génial. J'ai appris beaucoup sur le processus de création d'entreprise. Un contact nous a donné les coordonnées d'une entreprise locale produisant des sacs certifiés bio. C'était un peu plus cher mais qualitatif. Entreprendre, clairement, c'est compliqué. On s'est vite rendu compte que vendre déjà notre premier assemblage, ce serait pas si simple que ça. Il fallait investir déjà pas mal de mise au départ et des centaines de produits sans être sûr de les vendre. Enfin, c'est quand même un budget important, même pour un essai. Et puis, comment on allait stocker tout ça? En fait, je le sentais plus. Plus le projet avançait et plus je voyais que nous allions dans le mur. Bon, la personne qui m'accompagnait, elle, est restée positive, mais elle n'était pas vraiment réaliste. On ne sait même pas si ça va marcher. Non, c'est trop compliqué. Au deuxième rendez-vous, nous travaillons sur les manières de réduire le risque et de le transformer en opportunité. Nous balayons les formes de financement possibles, par exemple. Et plus l'entretien avance, plus Andrea exprime sa frustration face aux réactions négatives de Z qui prend beaucoup de place, physiquement et dans la durée des prises de parole. Lors du troisième rendez-vous, Andrea est venue seule, car Z était en train de développer un nouveau projet pour leur projet d'entreprise. Son enthousiasme de départ s'était bien effrité. Pourtant, elle avait vraiment fait de belles avancées dans la recherche de partenaires. Le projet avait pris une autre envergure. Elle avait convaincu 4 partenaires et le business model avait été validé par son conseiller pro à la banque. Lorsque je lui demande si c'est toujours un projet d'associé, je n'ai pas de réponse. Je me dis qu'elle a préféré préserver la relation que de partir seule. Finalement, on a juste tenté un petit assemblage chez un partenaire qui était notre fournisseur et notre distributeur. C'était moins risqué. Et puis on s'est rendu compte qu'entreprendre, c'était vraiment pas pour nous. Notre chiffre d'affaires a été squelettique, mais
au moins, on n'a pas perdu d'argent. À force de chercher toutes les raisons pour lesquelles le projet pouvait planter, eh ben, on a fini par avoir raison. Six mois après, quand j'ai vu le même concept que celui que j'avais développé en vente dans un grand magasin de puriculture, je suis retournée à l'hôpital. Mais j'exclus pas de retenter l'expérience entrepreneuriale. Par contre, pas avec un ami. C'est difficile de trouver la bonne posture d'accompagnement. Clairement, Andrea était prête, mais pas Z. Et ce sont ses freins qui l'ont emportée. Leur relation interpersonnelle a impacté plus fortement le projet que l'accompagnement. Nous espérons que vos échanges ont été fructueux et nous cédons la parole à Laurent. Bien, alors Z, très cher Z, quand on est accompagnateur avec Z, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Si ce n'est le baffer, le secouer, voire le tuer. Ouais, déjà, j'ai dit qu'il fallait tuer le père à la première vidéo, alors décidément, on va m'accuser de tous les maux de la terre. Non, mais en fait, on se demande en tant qu'accompagnateur, qu'est-ce qu'Andrea est venu faire dans cette galère avec Z, finalement, de bons amis ou de bons copains, voire peut-être plus si affinité. Mais il y a une question, c'est que très vite, on voit une incompréhension entre les deux. Hein. Donc c'est un travail, quand on marque dans la diapo, qu'est-ce qui est primordial dans la relation d'accompagnement. Là, on se demande ce qu'ils font ensemble, finalement. Et donc, se pose très vite la question de la vision entrepreneuriale. Tout simplement, il faut remettre les fondamentaux, mais vous faites quoi ensemble et vous allez dans quelle direction? Il faut remettre ça très clairement en question. Qu'est-ce que vous partagez finalement comme but pour aller où? Et qu'est-ce qui fait la complémentarité entre vos deux caractères? Voilà, on voit bien une Andrea qui est très enthousiaste et puis un Z qui finalement il y va en ayant un élastique dans le dos, quoi. Tant que tout ce qu'il a envie de faire, c'est de faire marche arrière. Donc on l'a senti très entraînant dans cette histoire-là. Donc la deuxième question, au-delà de la vision entrepreneuriale, c'est de dire mais c'est qui le patron, hein, sans paraphraser une marque de lait. On se dit mais finalement dans votre association qui décide, qui emporte la décision? On a bien souvent des couples d'associés, enfin je dis couples pas forcément dans la vie mais des couples professionnels où on vient nous voir en disant ouais on est à 50-50 hein, 50-50 en cas de conflit ça se passe comment? En cas de conflit ça éclate, donc il n'y a pas de décision. Donc là c'est aussi mettre très clairement la question des modalités de décision et des modalités de sortie de l'associé lorsqu'il y a une incompréhension. Il faut le faire verbaliser ça, parce que bien souvent les gens ils pensent que tout va bien pour le meilleur des mondes. Alors là, en tant qu'accompagnant, il faut mettre les choses avec le côté négatif et penser au côté gris de l'histoire. Et puis la troisième chose, c'est sans doute par rapport à Andrea, qui était très enthousiaste, c'est comment la garder dans un état d'esprit d'enthousiasme entrepreneurial, la remotiver après cette passade ou ce passage à vide avec quelqu'un qui ne pense qu'à reculer. Et donc c'est une personne qu'il faut remotiver sur ses capacités entrepreneuriales, ses capacités à revenir dans le circuit pour maintenir l'enthousiasme. Donc voilà, c'est mes réflexions en voyant le couple Andrea et Z. Merci Laurent. Alors, moi, j'ai ressenti différentes émotions des deux ex-futurs associés. Elle, finalement, elle est déçue. Enfin, moi, je la vois déçue, abattue, ébranlée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est dommage. Elle est vraiment déçue. Et puis lui, il a une phase... alors, après avoir passé cette phase d'euphorie tous les deux, et après... lui, moi, je ressens un peu de colère quand même chez lui. Moi, j'ai l'impression de voir que ses peurs sortent. Il dit même à un moment donné, comme ça on n'a pas perdu d'argent, donc sans doute qu'il y avait une peur quelque part, cachée quelque part dans ce projet.
Donc, ce qui me fait dire que, en fait, on n'accompagne pas des projets, on accompagne des hommes. Et en fait, en accompagnant des hommes, on ne sait pas, en tant qu'accompagnant, qui vraiment on a en face de soi. Et l'accompagnant, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il essaye de s'adapter. Et c'est vrai que dans le cadre d'associations, j'en ai bien sûr plusieurs cas. Et souvent, comme dit Laurent, alors moi je pousse vraiment très loin sur les questions, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, votre vie perso c'est quoi, votre vie pro c'est quoi, là il y a un temps plein, il y a un mi-temps, donc pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez faire. Vraiment je vais dans le pourquoi pour être aller le plus loin possible. Et souvent ils repartent avec des questions, et quand on se revoit une semaine ou 2 semaines plus tard, il n'y en a plus qu'un sur 2, il n'y en a plus que 2 sur 3, ou il n'y en a plus du tout, parce qu'en fait, une fois qu'ils se sont posés toutes ces questions, ils se sont rendus compte que c'était pas si facile d'être d'accord, c'était pas si facile d'avoir le même objectif, ou plutôt que c'est pas que c'est facile, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas le même objectif. Voilà, donc un des éléments dans l'association, pour moi, c'est de vraiment pousser loin la réflexion des associés pour savoir ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller pour savoir s'ils ont des objectifs communs. Alors moi je trouve que c'est une situation qui est extrêmement intéressante parce que si je me relie à mon courant théorique, on va travailler sur les notions d'optimisme et de pessimisme. Donc le pessimiste, c'est celui qui voit les choses comme elles pourraient être au pire. Et l'optimiste, c'est celui qui voit les choses comme elles pourraient être au mieux. Et il y a Jacques Lecomte qui a créé une autre notion qui s'appelle l'optiréalisme, et donc qui est on va dire, un mix des deux. Et donc partant de là, les choses peuvent être un peu moins douloureuses pour les deux. Et donc là, une des bases, à mon avis, ça va être de discuter, comme disait Laurent, la vision du monde, mais à partir de la conception des personnes sur comment l'avenir peut se présenter. Et là, je vais citer aussi Boris Cyrulnik en disant que tout le monde n'a pas la même capacité à être entrepreneur ou même à réussir sa vie. Simplement, sur ceux qui n'ont pas des ressources exceptionnelles, ils vont tenter des petites choses et du coup, ils ne seront pas en difficulté. Et donc, ils vont réussir leur vie même s'ils ont des petites ressources. Pour des personnes qui ont des grandes ressources, ils peuvent tenter beaucoup, réussir beaucoup. Et du coup, c'est cette question-là qu'on peut se poser aussi sur quelles sont les ressources d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire il y a des gens qui ont peur de risquer, et notamment les gens qui ont peu de ressources, ils ont peur de risquer, c'est-à-dire peur de perdre le peu qu'ils ont. Alors que globalement, l'optimisme, c'est de se dire que tout est possible. Et qu'en fait, il suffit de savoir comment on va faire pour rendre la réalité possible. Voilà, une autre chose aussi, c'est il y a loin de l'intention au comportement. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on va monter une entreprise, et puis entre réussir à monter une entreprise, il y a encore toute une démarche qui est extrêmement longue. Et je crois que les questions qui ont été posées, qui se posent, elles sont vraiment importantes. Tout ce questionnement socratique qui permet aux gens de se positionner vraiment dans là où ils sont et là où ils veulent aller. Voilà. Merci pour ces retours. Donc là, vous avez eu l'occasion d'échanger finalement au moins avec entre 3 et 5 personnes, selon comment vous êtes répartis, plus les panélistes. On se rend compte en fait que ce qui est fondamental, c'est qu'on accompagne des porteurs de projets. Quand on regarde, donc moi je suis enseignant-chercheur, quand on regarde la littérature, on voit que les sujets, c'est la création d'entreprise au départ. C'est pas trop le porteur de projet, la personne, l'humain qui est derrière n'est pas trop un sujet. Avec l'ubérisation qui était un des thèmes de Procréa, on voit bien que ce thème-là, l'accompagnement en ligne à distance, avec un créneau horaire, un portefeuille finalement client, quand on est accompagnant, qu'on doit traiter dans un temps limité, où est finalement le temps pour réfléchir réellement à la personne en face, aux ressources de la personne et ses ressources propres en tant qu'accompagnant. J'ai quel espace dans mes 25 minutes dédiées de rendez-vous pour réfléchir vraiment
à ma posture, mon état émotionnel, la manière dont je reçois la personne, comment je vais la guider ce jour-là parce qu'on est lundi matin ou vendredi soir. Et il y a peu d'espace pour ça. Donc quelle relation veut-on? Et quelles sont les contraintes de l'environnement? Quelles ressources avons-nous aussi en tant qu'accompagnants? Donc ça interroge tous ces éléments-là. On arrête avec les vidéos, parce qu'on en a vu 3 déjà. Pardon. Donc là, vous avez des post-it sur votre petite feuille. L'idée, c'est et lundi prochain. D'accord, lundi prochain, vous retournez, alors à moins que vous ayez posé des jours de congé à la suite du congrès Procréa. Lundi, vous retournez sur votre lieu d'exercice professionnel. Qu'est-ce que vous emmenez de cette table ronde avec vous lundi? Alors ça peut être une réflexion, ça peut être une pratique, ça peut être un questionnement, ça peut être une envie de creuser quelque chose. Voilà, c'est très large. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous lundi? Et donc, dans l'idée, c'est de remplir au moins un post-it, voire 2, et voilà, de le recoller sur votre feuille dans un premier temps. Voilà, une fois que vous avez répondu. Un post-it, une idée. Alors, s'il n'y a pas assez de post-it, je peux vous en donner d'autres. Il n'y a pas de problème, je vais circuler. Alors, n'hésitez pas à bien garder vos post-it sur la feuille pour l'instant, parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Et donc, pour terminer, si vous le voulez bien, on va tenter une expérience peut-être inédite. Je ne sais pas si elle est inédite, parce que je n'ai pas participé à toutes les éditions de Procréa, mais nous allons nous lever. Et nous allons partager de la joie. Et donc, quelle meilleure possibilité pour échanger de la voix? Alors, il y a la Coupe du Monde de rugby, mais ce n'est pas tout de suite. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, on a été obligé de se rabattre sur une autre solution. Voilà. Alors, nous allons chanter ensemble. Et là, il va falloir libérer les émotions, libérer la respiration et puis éviter les craintes du ridicule et se lancer sur ce chant. Alors, je vous le présente rapidement. C'est un chant amérindien qui a été attribué pendant longtemps aux Iroquois, mais qui en fait fait partie donc, du patrimoine des Arapaos. Donc, c'est aux États-Unis, entre le Wyoming et 2 autres États dont je ne me rappelle plus. Donc, c'est à peu près au centre. C'est une prière, mais aussi une comptine qui dit en substance « Père, aie pitié de nous ». Alors Père, c'est la terre en fait, hein, c'est la spiritualité, le vivant, c'est pas un Dieu monothéiste. Et cette prière, en fait, c'est pour se rappeler que lorsqu'on n'a plus rien, on est toujours en lien avec la terre sur laquelle on se trouve. Donc même quand on n'a plus rien, on est en lien avec la nature, avec les autres. Et c'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est ce que veut dire, en fait, cette prière. Alors, vous l'avez entendu peut-être en 2016 sur les dance floors, remixé par 2 Québécois. Voilà. Les plus anciens l'ont peut-être apprise en colonie de vacances, l'ont peut-être entendu en colonie de vacances. Alors, désolée pour toutes les personnes qui ont une oreille absolue, parce que ma justesse est très très limitée. Mais voilà, donc l'idée c'est que je vous chante donc, le premier, vous répétez, je chante le deuxième, vous répétez, troisième, vous répétez. Et ensuite, on va couper la salle en 3. Donc on va dire que, voilà, en gris, vous êtes voilà, rose de ce côté. Voilà, voilà, comme ça. Si vous pouvez vous décaler un tout petit peu, comme ça, on sait. Voilà, ça c'est le groupe 1, d'accord ? Là, on va avoir le groupe 2, donc bleu de ce côté. Non, voilà, hop. Maëla choisit parce qu'elle a ouvert, donc voilà. Groupe 3. Ok, c'est bon. Alors, on y va. Ani kuni shawani. Ani kuni shawani. Awawa bikana kaina.
Awawa bikana kaina. Eauni bisini. Eauni bisini. Alors, ce qu'on va faire, on va la chanter une fois tous ensemble et vous chantez sur tous les éléments. Et ensuite, donc 1 commencera seul. Je lancerai. Ensuite, vous continuez à faire... On enchaîne. Puis 3. Et quand vous avez fini votre circuit, vous remontez. Donc, le groupe 1, vous suivez là. Le groupe 2, ici. Le groupe 3, ici. Donc, on est tout seul. On est à 2. On est à 3. On est à 2. Et en fait, les autres vont recommencer. On sera à 3. Donc, pour l'instant, tous ensemble. On le fait une fois tous ensemble. 3, 4. Ani kuni shawani. Ani kuni shawani. Awawa bikana kaina. Awawa bikana kaina. Eauni bisini. Eauni bisini. Donc là, on le tient. Franchement, je pense qu'on peut bientôt tenter les chœurs, les concours, on y est. Donc c'est parti. Groupe 1. Alors vous ne vous arrêterez pas, hein, une fois que c'est parti, c'est perpétuel. 3, 4. Ani kuni shawani. 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 Ani Eauni bisini. Ani kuni shawani. Bravo. Merci pour votre participation active. On espère que cette table ronde vous a permis vraiment de vous sentir partie prenante. C'était l'objectif, que ce soit interactif. On va vous demander de nous faire confiance. Je m'engage à retranscrire tout ce qu'il y aura sur les petits cœurs, d'accord, et à vous le faire passer. Alors pas tout de suite, hein, vous le recevrez avant Noël, mais je ne sais pas quand. Et donc, 3 choses. La première, donc vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez ou rester debout, c'est comme vous voulez. La première, c'est quand vous sortez, vous avez 2 cœurs sur les portes. Est-ce que vous pouvez coller vos cœurs dessus? Vous pouvez les prendre en photo pour les avoir en souvenir. Mais si vous nous faites confiance, laissez-nous vos réflexions, voilà, sur les 2 portes de sortie. Oui, mais vous ne savez, on ne sait pas qui a écrit, donc voilà. Oui, bah, si c'est osé parce qu'il y a des mineurs, moi ça m'intéresse, hein, mais bon, voilà. Donc deuxième chose, avec Laetitia Gabé-Mariani qui est ici, nous avons coordonné ce numéro. Nous commençons une recherche toutes les deux sur un outil qui n'est pas un outil cette fois-ci pour accompagner l'accompagné, qui est un outil de réflexion personnelle pour l'accompagnant sur sa posture d'accompagnant. Voilà, je vis une situation, comment je peux me décentrer, comment je peux me positionner et quelle posture, parmi les postures possibles d'accompagnant, je peux adopter dans cette situation précise qui pourrait être bénéfique à l'accompagnement. Donc toutes celles et ceux qui seraient intéressés, voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. On va mener une grande étude, on a besoin de 200 personnes.
Voilà. Parce qu'on souhaite en plus viser une revue internationale de très haut niveau sur le sujet. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on va produire, c'est en Creative Commons. Comme les vidéos qui sont là, c'est-à-dire que les outils, les artefacts qu'on a commencé à créer, qui ont plutôt du succès pour l'instant là quand on les présente, mais c'est le début, c'est comme en entrepreneuriat, vous savez, on nous dit c'est super, mais on attend que vous nous disiez ce que vous en pensez, qu'on échange dessus. Tout sera gratuit ensuite. Il n'y aura rien à acheter, jamais. On mettra tout en ligne, vous pourrez recréer les outils, les découper, les adapter à votre sauce, voilà. Donc le deal, c'est ça, c'est on produit, on travaille avec vous et à partir du terrain, parce que c'est vous qui savez ce que vous faites, c'est vous les praticiens. Et nous, si on produit de la connaissance, ben on vous la donne derrière. Voilà. Et je laisse la parole à Martine, peut-être pour... Oui, comme je disais, je vous proposais de vous faire bénéficier en avant-première du pack Les Essentiels que je viens de créer, qui va être mis en vente dans 15 jours et je vous le propose gratuitement. Il suffit d'aller sur mon site Adestro Conseil, dans la rubrique Contact, et donc vous mettez un petit message Procréa et vous recevrez les accès. Donc il y a 3 contenus qui sont à mon avis intéressants. Il y a les raisons d'être. Donc comment on fait pour décrypter ces raisons d'être. La deuxième partie, c'est une partie sur l'évaluation de sa vie perso, vie professionnelle. Et la troisième partie, c'est identifier et mettre en œuvre ses forces de caractère. Donc les forces de caractère, c'est un concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est mis en place notamment Pôle emploi de Guéret. Ils se sont beaucoup intéressés à ça, Bordeaux aussi. Parce que quand on a des personnes qui ne connaissent pas leurs forces de caractère, c'est très important de les aider à les trouver. Voilà, je vous remercie. Alors, pour vraiment clore, je souhaiterais que vous vous applaudissiez, vous, déjà. Je remercie tous mes collègues, donc Laurent Mabir, voilà. On applaudit. Merci. Et puis, lisez la revue Entreprendre et Innover. Elle est passionnante. Il y a un super numéro. Et crois-moi, ceux qui s'intéressent même à la K-pop, il y a des articles sur la K-pop à l'intérieur. Lisez-la, vous verrez, c'est une surprise. Donc, Aveline Goja. Martine Regour-Lezo. Et évidemment, toute l'équipe de Procréa, donc voilà, Yann, Papa Stratis, Marie-Hélène, et toute leur équipe, parce qu'ils ne sont pas que 2. Notre grand témoin. Et il est obligé d'écouter pendant 1h30 quand même. Merci à tous et profitez vraiment de ce congrès.